Les deux caméras tournent? Les trois caméras tournent, oui. Voilà. Celle-là, elle filme pas... Elle filme, elle vous filme vous. Ah bon? Votre épaule ou moi? Absolument, je suis en amorce, légèrement. Oh, Elle vous filme. parfait. Voilà. Tout a été prévu. Voilà, interview Claude Lelouch. C'est parti. Alors si c'est bien vous, parce que j'ai encore un doute, vous devriez pouvoir répondre à ce blind test. On commence par des comédiens, si vous pouvez les trouver. Si je vous dis un cuisinier hypocondriaque et des tripes à la mode de Caen. Les meilleures tripes de Paris. Je suis pas très trip, mais... Bon, Philippe Corsan, homme-femme mode d'emploi, dans le rôle du cuisinier. C'est vrai. Voilà. Philippe Corsan, qui habitait, je crois, sur les grands boulevards, qui avait un appartement un peu particulier. Un peu particulier dans la mesure où il habitait chez moi. Enfin, chez moi. Là où j'ai grandi, puisque j'ai grandi boulevard de Strasbourg. Et un jour, pendant le tournage des Misérables, Philippe était en retard, alors on appelle pour savoir où il était. Et il me dit, bah, écoute, je suis encore chez moi. Je dis, bah, écoute, je t'envoie un taxi pour venir te chercher. Donne-moi l'adresse. Il me dit, 8 boulevard de Strasbourg. Je lui dis, à quel étage? 5e. À gauche ou à droite? À droite. Bah, je dis, écoute, alors, t'habites chez moi. Ouais. Et c'est drôle parce que moi, je suis né boulevard de Strasbourg, 8 boulevard de Strasbourg, et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est incroyable. Et donc, je suis allé chercher moi-même Philippe. Et effectivement, j'ai revisité l'appartement de mon enfance. Bon, tout avait été changé, bien sûr, la décoration. Mais il a retrouvé derrière le compteur électrique l'abonnement de l'époque, signé par mon père, qui était encore là. Et puis, il y avait une glace aussi dans le salon, une grande glace, qui était la glace de la salle à manger. Qui était toujours là, voilà. Donc j'ai retrouvé ça et j'étais très très ému ce jour-là. Et en plus, c'est un garçon que j'adorais, adorais. Et puis voilà, puis il nous a quittés. Alors je ne sais pas qui habite maintenant dans l'appartement, mais... On continue avec les comédiens. Si je vous dis un homme qui dépasse Pascal. Alors là, évidemment, c'est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie le jour où, de la séquence d'homme-femme mode d'emploi, la scène avec Lucchini. Ouais. Oui. Bernard Tapie, je crois que vous avez découvert il y a une trentaine d'années, ici au sous-sol, il avait loué la salle. Oui, oui, il avait loué la salle de projection ici pour vendre des cartes bleues, enfin quelque chose qui ressemblait à des cartes bleues et qui se fait maintenant couramment sur Internet, c'est-à-dire qui proposait aux gens de faire partie d'une centrale d'achat, ce qui fait que lorsqu'ils achetaient une voiture ou un frigo ou un télé, ils avaient vraiment les prix de gros puisqu'ils étaient 200 ou 300 à acheter le même frigo. Voilà. Et donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Il louait la salle ici, conviait les gens, et puis il leur vendait des cartes à la fin de la séance. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il avait quand même un sacré talent de baratineur. Oui, oui. On dit que sur le tournage, il arrivait à 8h, il n'avait jamais joué la comédie. À 10h, il expliquait à tout le monde comment faire. Absolument. Je pense que c'est un des garçons qui apprend le plus vite. Il a une intelligence exceptionnelle. Alors cette intelligence, il peut la mettre au service de n'importe quoi, mais il aurait pu effectivement, avec cette intelligence, aller au bout de tout, quoi. Mais c'est vrai qu'il a appris le cinéma en une semaine, quoi. En une semaine, il savait tout, quoi. Et il est fabuleux dans Femme d'emploi. Il est formidable. Bon, je commence à penser que c'est bien vous, Monsieur Lelouch. On va continuer quand même, il faut que vous trouviez le film auquel je fais référence. Si je vous dis Saint-Tropez, capitale des riches. Smic-Smac-Smoc. Ouais. Smic-Smac-Smoc, c'était un petit film expérimental. C'était même pas un film expérimental. On faisait des essais de caméra. Il y avait une nouvelle caméra qui venait de sortir. Et on était parti faire des essais. Puis j'ai dit... Et puis en faisant ces essais, je dis, au lieu de faire des essais idiots, je vais écrire rapidement un petit support dramatique comme ça. Et puis ça s'est révélé devenir un film. Et un joli petit film en plus. Ouais. Un joli petit film qu'on a écrit en une semaine, tourné en une semaine et monté en une semaine. À montrer dans les écoles de cinéma, moi, je pense, ce film. Si je vous dis changer de vie pour une femme, c'est souvent changer d'homme.
Alors ça, j'ai dû le dire dans plusieurs films. Ah, bon. Là, je faisais référence à un homme et une femme qui marchent à la montagne Ouais, au milieu de tout la ça neige. pour ça. Non, c'est Montand et Girardot. Vivre pour vivre. Vivre pour vivre. Oui, je l'ai dit dans Tout ça pour ça. Et je l'ai dit dans... Il m'arrive des fois de redire des choses de film en film, parce que je dis ils n'ont rien compris dans le film d'avant, donc je vais leur en remettre une couche. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je répète les choses, c'est parce que j'en suis de plus en plus sûr. On continue, si je vous dis un clou dans le dessert. On ne peut penser qu'à Michel Morgan et à Serge Reggiani. Je veux dire que c'est un moment magique, magique parce que je me rappelle au début de cette scène, j'avais dit à Michel Morgan, on va faire une scène très 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 complexe parce qu'elle est invraisemblable et il faut la rendre vraisemblable. Il faut absolument que tu vas trouver quelque chose dans le gâteau. Je n'avais pas dit, enfin je dis voilà, tu vas découvrir quelque chose. Et puis à partir de cet instant, j'aimerais que tu sois mal à l'aise, quoi, mal à l'aise. C'est tout, c'est la seule indication que j'ai faite. Et elle a réussi à rougir au cinéma, ce qui, je crois qu'on peut faire pleurer les gens, les faire rire, mais les faire rougir, c'est très très compliqué. Elle a réussi cet exploit extraordinaire. Elle est formidable dans cette scène, elle a montré vraiment qu'elle était une immense, immense comédienne, qu'elle a réussi à nous faire croire, alors qu'elle joue la situation. Mais le fou rire qu'elle déclenche est à la fois vrai et faux. Vrai et faux parce qu'elle l'a complètement joué, ce qui prouve que arriver à jouer un fou rire, je crois que c'est... Arriver à jouer un fou rire et à rougir, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un acteur. Si je vous dis un braquage psychologique. Alors là, il y en a pas mal aussi. Ouais, bon, alors je vais être plus précis. Dans l'aventure, c'est l'aventure. Et non, Lino, c'est quoi un braquage psychologique? Alors ça, c'est La Bonne Année. Ouais. C'est La Bonne Année, un merveilleux souvenir. Un merveilleux souvenir. Un film, encore une fois, qui s'est fait sur la pointe des pieds, comme ça, dans la simplicité, et avec des acteurs de rêve, de rêve. Lino Ventura, Françoise Fabian, Charles Girard. Ça faisait un trio de folie. D'ailleurs, c'est, je crois, un des films préférés de Kubrick. De Kubrick, qui montre ce film régulièrement, enfin, qui montrait ce film à ses acteurs avant de commencer un film. De la part d'un horloger comme lui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Ouais. Et pour finir, une citation de qui est-elle elle vous était adressée, je crois. Tu sais, s'il pleut dans mes films, c'est parce que j'ai vu un homme et une femme. Je sais que c'est un réalisateur. C'est un réalisateur qui a dit ça. Et comme mon Alzheimer est en pleine forme, ouais. Il va falloir que vous veniez à mon secours. Eh ben, écoutez, je sais pas, il y a tellement de scènes avec de la pluie chez lui, mais il a fait jouer Béard et Auteuil dans un beau film qui s'appelle Un cœur en hiver. Un cœur en hiver, Claude Sauté. Ouais. Claude Sauté. Alors, Claude Sauté, c'est peut-être celui que je mets au-dessus de tout dans le cinéma français. Car il s'est inspiré de ce qu'il y avait de meilleur chez les anciens, chez les nouveaux. Il a su faire une synthèse extraordinaire. Et c'était un garçon absolument incroyable. Alors lui, il me manque, ces films me manquent. Vraiment, quand j'avais vraiment besoin de voir un Sauté de temps en temps pour faire la fête. Hier, j'ai re-regardé Les choses de la vie en me couchant, avec la musique d'Alain Sard, c'est incroyable. C'est costaud. Et le montage est très. Et Sauté m'avait dit qu'il n'aurait jamais fait Les choses de la vie s'il n'avait pas vu Un homme et une femme. Donc, bien. Bon, bah c'est bien vous, Claude Lelouch, on peut attaquer alors. On peut y aller.
Pour moi, vous êtes un cinéaste total, dans le sens où vous êtes scénariste, dialoguiste, cadreur, metteur en scène, excellent monteur, je trouve aussi, et producteur. Comme Melville l'était, vous êtes un indépendant obsessionnel. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Le cinéma est un objet de liberté. Le cinéma a besoin de liberté pour s'exprimer. Et j'ai très vite compris que cette liberté serait au cœur du travail que j'allais faire. C'est pour ça que j'ai toujours refusé les propositions américaines, que j'ai toujours refusé les films de commande. Parce que je pense qu'un metteur en scène ne doit pas être un esclave. Ne doit pas être l'esclave des producteurs, des acteurs, des auteurs. Voilà, et c'est un homme libre. Donc les cinéastes que j'aime sont ceux qui effectivement pratiquent cette liberté, qui ont un véritable point de vue, qui sont de vrais observateurs, qui sont là pour essayer de comprendre le compliqué et de le simplifier. Et voilà, donc c'est ce cinéma-là que j'ai essayé de pratiquer toute ma vie. Et si je n'avais pas rencontré les gros succès que j'ai rencontrés, j'aurais jamais pu être un homme libre. Voilà, donc c'est quand même la liberté passe par le succès. Et oui. Et donc vraiment celui qui a lancé cette philosophie, c'est Melville, le premier à avoir fait ça en France. Oui, hein. c'est vrai. C'est vrai qu'il est le premier avec ses studios Jenner, avec la salle de projection qu'il avait rue Washington. Après, on est devenus très potes, très copains. Il fut un moment où on ne se quittait plus du tout. D'ailleurs, on sortait nos films en même temps et pratiquement le même jour. Il y avait une rivalité amicale. Je me rappelle un jour, il sortait Le Cercle Rouge et moi je sortais Le Voyou. Moi j'étais à l'ambassade et lui était au Colisée. Et il y avait la queue devant les deux cinémas. Il y avait une queue énorme. Et je sais qu'à l'époque, il avait téléphoné à un ouvreur, parce qu'au Colisée, c'était des ouvreurs. Et il avait dit, allez mesurer ma queue et allez mesurer la queue de Lelouch. La file d'attente, bien sûr. Bien sûr, mais Vous avez fait 43 films en 50 ans de cinéma. Oui. Vous, quand vous avez une idée, vous vous levez la nuit, vous l'écrivez, puis vous la tournez. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est presque ça. Je veux dire, dans le tempo, c'est un peu ça. Oui, d'abord des idées, j'en ai un peu trop, à mon avis, puisque c'est un peu ce qu'on me reproche aussi, j'en mets peut-être un peu trop dans tous mes films. Et c'est vrai que j'écris en permanence, pas dans mon bureau, mais dans la vie. Enfin, je suis un observateur, j'ai jamais cessé d'être un caméraman d'actualité. Je me nourris de ma curiosité est tellement grande, mes 5 sens fonctionnent à fond, que j'ai tous les jours des idées de films, voilà. Donc, j'ai aujourd'hui 4-5 films d'avance. Et je dis pourvu que je puisse les faire, voilà. Mais y a pas, hein, le magasin est ouvert en permanence, quoi. On ne peut pas dire il y a des heures de travail ou des choses comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. On reconnaît vos films dès le premier plan, en tout cas moi je les reconnais dès le premier plan, que ce soit un mouvement de caméra, un dialogue, la façon de jouer des acteurs. Il y a un style Lelouch. Oui, tant mieux. Tant mieux, je pense que... Vous savez, encore une fois, comme je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas subi trop d'influences. Mes influences à moi, c'est du cinéma de boulevard. Le cinéma qui m'a nourri, c'est le cinéma de divertissement, c'est le cinéma populaire. Voilà. Alors j'ai découvert la cinémathèque beaucoup plus tard. J'ai découvert la cinémathèque donc j'ai une liberté dans mon cinéma qui est celui de ne pas ennuyer le spectateur. Je veux dire, ma préoccupation principale, c'est de ne pas être ennuyeux. Voilà. Alors pour ne pas être ennuyeux, je passe par... j'essaie d'être ludique et j'essaie de divertir les gens et surtout, j'essaie de parler à leur cœur. Parce que l'intelligence a trop le sens des affaires, elle est trop pragmatique, alors que le cœur, on n'a pas encore réussi à le dominer, celui-là. Voilà. Donc si je peux parler à leur cœur, c'est beaucoup mieux. C'est ce cinéma-là que j'ai essayé de pratiquer. Donc ça veut dire qu'il faut parler, non pas à leur intelligence, mais à leur chair de poule. Et ça, c'est très complexe. C'est très complexe. C'est pour ça que je choisis des chemins, surtout avec les comédiens, qui sont un peu inhabituels dans la mesure où je traite les comédiens comme des êtres humains et non pas comme des acteurs. J'essaye de pas trop... J'aime pas qu'ils lisent le scénario. C'est comme si moi je connaissais la date de ma mort ou comme si j'avais lu tout ce qui allait se passer. Je pense que la vie n'aurait eu aucun intérêt. Voilà. Et alors j'ai fait des expériences très souvent parce que j'ai voulu vérifier les deux. Il m'est arrivé quelquefois de donner le scénario à des comédiens et puis des fois de ne pas le donner. J'ai fait des meilleurs films quand je ne leur donnais pas. Voilà. Donc
c'est évident que le scénario fige les choses, les bloque. Alors qu'un scénario est quelque chose de vivant, c'est comme la vie. Et quand un comédien n'a pas lu le scénario, on peut pendant le tournage modifier le scénario, ou agrandir son rôle, ou le rétrécir. Je veux dire que ça se mérite un rôle, vous voyez. Si on est très très bon, on a envie de plus quitter la personne. S'il est chiant, vous ajustez au fur et à mesure. J'ajuste. Voilà. Et justement, par rapport à ça, c'est ce que je disais, on connaît un film au jeu des comédiens, même chez vous, c'est ça qui est très fort. En général, on dit qu'un comédien est bon quand il a l'air naturel. Plus il est naturel, plus on a l'habitude de dire bah, il est bon. Chez vous, ça va au-delà. C'est-à-dire, on voit les comédiens, va au-delà du naturel, ils ont l'air presque surpris de leurs propres répliques. En fait. Comme dans la vie. Ouais. Comme dans la vie, on est dans une insécurité totale dans la vie. Comme on ne connaît pas le scénario, on ne sait pas ce qui va nous arriver. L'acteur qui a lu le scénario et qui sait que ça se termine bien pour lui, il est décontracté, il ne joue pas pareil. Mais dans la vie, on ne sait pas ce qui va nous arriver. L'arbitre peut siffler à la fin de la partie à tout moment. Voilà. Et le comédien qui a lu le scénario, il sait que ce n'est pas maintenant qu'on va siffler à la fin de la partie. Donc tout est triché. Il y a une tricherie dans le scénario qui est importante pour l'équipe technique, qui est importante pour le metteur en scène. Ce sont des points de repère, mais ce n'est pas la vie. Et très souvent, j'ai changé la fin de mes films pendant le tournage du film. C'est pour ça que j'aime bien tourner la fin d'un film, vraiment à la fin du film, parce que c'est tellement évolutif. Et puis j'aime bien ce rapport qu'il y a sur le plateau, où les acteurs font des face-à-face comme on en fait dans la vie, c'est-à-dire pour gagner quelque chose. Je veux dire qu'à chaque fois que quelqu'un rencontre quelqu'un, il y en a un des deux qui va bouffer l'autre. Voilà. Donc, alors, qui va le manger? Si c'est prévu dans le scénario, tout est triché. Alors, en parlant de style, vous avez caricaturé Godard comme ça. Vous avez dit, si je devais faire du Godard, voilà ce que je ferais. Je montre un bout de lac, on entend les personnages off qui récitent des machins, des citations, des paradoxes, une lumière très neutre, genre lac de Genève. Les séquences ne seraient pas du tout découpées, un type qui va à la pêche et qui toute la journée attend de sortir un poisson. On filmerait abondamment le bouchon. Vous n'étiez pas très pote avec Godard? J'ai beaucoup d'admiration pour Godard, franchement. Je pense qu'il est à lui tout seul la nouvelle vague. Il n'y a que lui. Il en a montré à la fois la force et la faiblesse, à lui tout seul. Je veux dire que ce garçon a quand même eu le culot de faire des trucs au cinéma que personne d'autre avait fait. Je pense que pour tous les metteurs en scène du monde, c'est le plus important. Pour le public, ça peut se discuter. Lui, c'est un chercheur, c'est un laborantin, quoi. Je sais pas, j'arrive pas, je pense qu'on peut pas définir Godard. On ne peut pas définir Godard. Tout ce qui est sûr, c'est que ces films ont forcé la curiosité à la fois des gens intelligents et des imbéciles, à égalité, voilà. Et je pense que les imbéciles ont peut-être dit des choses plus intéressantes sur Godard que les gens intelligents, voilà. Alors vous avez épuré votre cinéma un petit peu dans Roman de gare, c'est principalement des plans larges et des plans serrés. Il n'y a pas de plan moyen, très peu. C'est vrai. Expliquer ça. Non, tout simplement parce que en 50 ans, j'ai essayé de comprendre cet acteur principal qui est la caméra. C'est l'acteur principal de tous les films. La caméra a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma, et donc c'est cet acteur-là que j'ai essayé d'abord de dompter et de diriger. Et donc, pour connaître cet acteur, je lui ai tout fait faire, tout. Je l'ai mis sur l'épaule, sur des grues, sur des trains, sur des voitures. Vraiment, je lui ai tout fait faire. Et de film en film, je me suis aperçu que là où elle était le plus performante, c'est quand elle était à hauteur d'homme. Voilà, je pense qu'il faut filmer les yeux des comédiens avant toute chose. Le reste est secondaire, parce que c'est l'œil qui vous renseigne sur les parfums de vérité. Je veux dire, la vérité, elle n'est que dans l'œil. La parole, elle est trop facile à manipuler. Le sourire est facile à manipuler. L'œil, non. Encore une fois, l'œil et le cœur sont rattachés. Ce sont les deux choses qui nous permettent d'accéder de temps en temps à la vérité des gens, puisque la vérité absolue n'existe pas. Mais la vérité de chacun de nous peut exister. Et donc, c'est à hauteur d'homme et à hauteur des yeux que la caméra est la plus performante. La preuve, votre caméra est à hauteur de mes yeux. Oui. Alors vous dites que dans tous vos films, le premier rôle c'est la caméra. Moi je suis pas d'accord, je trouve que dans vos films justement, elle fait office d'excellent second rôle parce qu'elle est un excellent faire-valoir, comme les Charles Gérard avec Ventura, vous voyez ce que je veux dire.
Et parce que aussi, vous savez la rendre bavarde, vous l'avez mis sur des bagnoles, des hélicos, à l'épaule, etc. Mais vous savez aussi la mettre au niveau du spectateur, comme vous disiez. Quand on a Françoise Fabian et Nino Ventura qui sont en train de dîner à un restaurant, elle ne bouge pas, et on est avec eux, quoi. Mais non, mais quand elle est admirative, quand elle est béate d'admiration, elle n'a aucune raison de bouger. Voilà. Donc là, elle n'est vraiment pas dans le premier rôle, elle est un excellent second Non, rôle. elle est constamment là où il faut être. C'est le spectateur qui peut s'offrir la meilleure place. Je veux dire, la caméra doit tout le temps être à la meilleure place du plan séquence qu'elle est en train de filmer. Donc, mais c'est vrai que c'est un acteur invisible, d'abord, mais c'est un acteur qui terrorise tous les acteurs. Je veux dire que tous les acteurs ont le trac à cause d'elle. Voilà. Et donc, c'est très, très difficile pour l'acteur d'apprendre à jouer avec cet acteur. Si la caméra leur file le trac, c'est parce que les acteurs savent que c'est un acteur important. Et que cette caméra peut les rendre très beaux, très laids, se foutre de leur gueule. Elle a tous les pouvoirs. Il y a des films qui sont davantage faits par le cadreur que par le réalisateur. Hein, vous risquez pas de tomber dans le panneau parce que vous filmez, vous cadrez vous-même. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est vous pensez que vous auriez fait du cinéma si vous n'aviez pas été cadreur? J'aurais pas fait le même cinéma, c'est évident. Je pense que mon cinéma est à la fois objectif et subjectif. Et donc c'est cette alternance qui fait que... D'abord j'ai commencé comme caméraman d'actualité. Donc commençant comme caméraman d'actualité, j'ai très très vite compris qu'il fallait que je sois derrière la caméra pour approcher les comédiens. C'est comme si un peintre confiait son pinceau à quelqu'un d'autre. Je veux dire qu'on ne fait pas la même peinture. Picasso serait à côté en disant un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche, mais un peu de rouge ici, un peu de bleu là. Non, c'est le moment où le peintre pose la couleur avec son pinceau que on est vraiment en osmose avec ce qu'il a envie de dire et de nous montrer. Donc je pense que la caméra... Alors d'ailleurs aujourd'hui tous les metteurs en scène sont derrière la caméra puisqu'ils sont derrière leur combo. Donc le petit combo renvoie à l'image de la caméra. Donc maintenant ils se sont tous mis à faire ce que je faisais, quoi. Allez, parlons de la musique maintenant, Ouais. celle qui donne la chair de poule, comme vous disiez. Je pense à Nicole Croisy sur Une lionne qui court à ralenti dans Itinéraire, par exemple. Par exemple. Ouais, il y en a d'autres. Sauter, il avait Sarde. Vous avez Lay, Barou. Vous pouvez dire un petit mot? Oui, on a tous notre petite famille. Alors la musique pour moi c'est, avec la caméra, le deuxième acteur principal de mes films. Alors là encore une fois c'est un acteur invisible. Et c'est, je crois, ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel. Je veux dire que la musique, c'est ce qui parle le mieux à notre inconscient, c'est ce qui parle le mieux à ce qu'il y a de plus sincère chez chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'essaye, avec la musique, de réveiller, encore une fois, ces parfums de vérité que je cherche désespérément dans tous mes films. Je veux dire, c'est ça qui m'intéresse. Mon obsession, c'est à un moment donné de capter un petit moment vrai. Voilà. C'est tellement facile de faire semblant, c'est tellement facile de faire appel au savoir-faire. Donc j'essaye à un moment donné, et puis la musique est un immense, immense directeur d'acteur. À un moment donné, quand je suis j'ai plus les mots, j'ai plus d'arguments, je sais plus comment faire, je lance la musique sur le plateau et ça décrase tout. Et d'un seul coup, les acteurs se mettent au diapason, comme si la musique était vraiment le plus grand directeur d'acteur que je connaisse. Vous avez connu des évolutions techniques, donc l'arrivée de pellicules plus sensibles, des nouvelles caméras, le numérique. Vous voyez ça comment, vous, l'avenir au niveau du matériel? Je pense que le cinéma n'a pas dit son dernier mot. Il est en pleine évolution. Il est en pleine évolution. Je pense que si j'aime tant le cinéma, si j'ai vécu cette histoire d'amour avec le cinéma, c'est parce que je pense que le cinéma a le pouvoir extraordinaire un jour de changer le monde. Je veux dire que c'est grâce à l'image, c'est grâce à cette mémoire extraordinaire que on va passer de la barbarie à la civilisation. Je veux dire qu'en 2 heures, un film un jour sera tellement beau, tellement réussi, qui pourra peut-être changer les mentalités en 2 heures, alors qu'il aura fallu des milliers et des milliers d'années pour faire évoluer le monde. Le cinéma a toutes les possibilités. Aujourd'hui, tout le monde filme, tout le monde est caméraman, les portables, c'est aujourd'hui les mecs avec leurs portables qui ramènent les plus belles images de ce qui se passe sur la Terre. Le cinéma est en pleine évolution, c'est un art naturel. On filme tous. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde.
Notre cerveau, c'est la plus belle machine à monter. Je veux dire, le cinéma est un art naturel, à l'inverse de tous les autres arts qui ont besoin d'une culture préalable. L'enfant qui sort du ventre de sa mère, il ouvre les yeux, il sait filmer. Voilà. Il voit d'un seul coup. Donc j'ai une confiance folle. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus cinéastes que d'autres, qui ont un peu plus l'esprit de synthèse que d'autres, et c'est à ceux-là qu'il faut s'intéresser, puisque ceux-là réussissent l'art de la compression qu'est le cinéma. Alors on va finir sur une citation de vous. Chez moi, la lumière est parfois moins belle que chez les autres, mais ce qui compte, c'est le scénario et les acteurs. Oui. Le reste, c'est du bonus. C'est vrai. C'est vrai que le spectateur s'intéresse essentiellement à ce qu'on lui raconte. Je veux dire, c'est l'histoire. La vraie star du cinéma, c'est l'histoire. Je ne suis pas le premier à le dire, mais je le confirme. Après avoir fait tant de films et avoir tripoté le cinéma dans tous les sens, si on n'a pas une bonne histoire, le spectateur, il vous laisse tomber au bout de 5 minutes, quoi. Bon, pour moi, vous faites mieux que du cinéma, vous faites du réel cinéma. Donc pour ça, merci et puis bravo. Merci, en tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Merci.